Statut, le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne. Bonjour et bienvenue à tous dans Minute Statut, le hors-série. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la procédure disciplinaire dans la fonction publique territoriale. Toujours délicate à mettre en œuvre, elle soulève de nombreuses questions. Comment réagir lorsque la collectivité découvre des faits susceptibles d'être sanctionnés ? Quelles sont les étapes clés à ne pas manquer ? Quels sont les droits de l'agent ? Et comment le conseil de discipline rend-il son avis ? Ces questions, nous allons les aborder avec nos trois invités du jour. Aurore Rançon-Mérel, bonjour. Barbara Biscarel, bonjour. Et Evelyne Nourry, bonjour. Minute Statut, le hors-série, c'est parti. Aurore Rançon-Mérel, vous êtes la directrice des organismes paritaires et de la promotion interne au CIG Petite Couronne. Avant de rentrer dans le détail de la procédure disciplinaire, pouvez-vous nous rappeler quel est le rôle du CIG Petite Couronne dans l'organisation des conseils de discipline ? Le CIG Petite Couronne joue un rôle clé dans l'organisation des conseils de discipline pour les agents territoriaux. En pratique, nous prenons en charge toute la gestion administrative de ces conseils pour les collectivités et établissements qui nous sont affiliés. Concrètement, ça veut dire que nous instruisons les dossiers, invitons les membres, planifions les réunions et nous assurons que tout se passe dans les règles. Notre priorité, c'est de garantir que la procédure soit juste, claire et respectueuse des droits de chacun, autant des agents que des collectivités. En résumé, on est là pour organiser un cadre impartial et transparent où chaque étape est bien maîtrisée et respectée. Ces procédures restent, j'imagine, relativement rares pour les collectivités. Quel type d'appui, justement, le CIG propose-t-il pour les accompagner dans ces situations ? Effectivement, les procédures disciplinaires restent plutôt rares dans la plupart des collectivités. C'est justement ce qui les rend souvent délicates et complexes à gérer. Au contraire, au CIG, nous organisons au moins une séance de conseil de discipline par semaine, avec en moyenne 5 dossiers à examiner. Cela nous donne une bonne vision d'ensemble des situations disciplinaires et de la manière dont les membres du conseil de discipline les traitent. À partir de ce constat, depuis septembre 2023, nous avons renforcé notre accompagnement avec la mise en place d'un plan discipline. Concrètement, nous envoyons des courriers plus clairs et pédagogiques qui expliquent mieux chaque étape de la procédure et ses enjeux. Mais surtout, nous intervenons plus tôt, dès les premiers signes de difficulté, pour aider les collectivités à sécuriser leur démarche. Notre but, leur apporter un soutien juridique solide, mais aussi un accompagnement pratique tout au long du processus. Il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Pouvez-vous brièvement nous rappeler les grandes étapes qui jalonnent la procédure disciplinaire ? Quand une collectivité découvre des faits qui pourraient constituer une faute, elle peut engager une procédure disciplinaire. D'abord, elle vérifie si ces faits sont bien avérés. Puis, elle regarde s'ils constituent un manquement aux obligations professionnelles. Et si c'est le cas, elle propose une sanction adaptée. Pour les sanctions légères, comme un avertissement, un blâme ou une exclusion temporaire jusqu'à 3 jours, la collectivité peut décider directement. Mais pour les sanctions plus importantes, le conseil de discipline doit obligatoirement être saisi. Il se réunit, écoute toutes les parties, puis donne un avis avant la décision finale. En résumé, la procédure disciplinaire suit 3 étapes clés. D'abord, avant la séance, la collectivité analyse les faits, leur gravité et choisit une sanction possible. Puis pendant la séance, si la sanction nécessite le conseil de discipline, celui-ci se réunit, entend les acteurs et donne son avis. Enfin, après la séance, l'autorité territoriale prend la décision finale. Pour les sanctions légères, on passe directement de l'étape 1 à l'étape 3. Et concrètement, lorsqu'une collectivité découvre des faits susceptibles de constituer une faute, quelles sont les premières démarches à effectuer ? Est-ce qu'il existe une sorte de checklist à suivre ? Oui, il y a en effet une sorte de checklist à suivre. Concrètement, quand une collectivité découvre des faits qui pourraient être fautifs, la première étape, c'est de rassembler tous les éléments objectifs, témoignages, documents, constats, pour vérifier que les faits sont réels. Ensuite, elle doit évaluer si ces faits constituent bien une faute au regard des obligations du fonctionnaire. Si une sanction est envisagée, la collectivité doit alors lancer officiellement la procédure en informant l'agent par courrier. Ce courrier est très important. Il doit préciser les faits reprochés, informer l'agent que la procédure disciplinaire est engagée et surtout lui rappeler ses droits, comme consulter son dossier, se faire assister, présenter ses observations et depuis l'année dernière aussi celui de se taire. C'est une étape essentielle pour garantir que la procédure soit équitable et bien respectée. Enfin, selon la sanction envisagée, il faudra éventuellement saisir le conseil de discipline. Le CIG accompagne les collectivités à chaque étape, dès ce tout premier diagnostic. Merci Aurore pour ces rappels très utiles. Je me tourne à présent vers vous, Madame Biscarel.
Vous êtes magistrate au tribunal administratif de Montreuil et vous présidez régulièrement des conseils de discipline. Pouvez-vous nous rappeler dans quel cas une collectivité peut suspendre un agent public? C'est l'article L 531-1 du Code général de la fonction publique qui prévoit la possibilité de suspendre un agent public ou un fonctionnaire auteur d'une faute grave. Il peut s'agir d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun. Durant sa suspension, l'agent conserve son traitement, son indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Il s'agit d'une mesure conservatoire, ce n'est pas une sanction. Du côté des juridictions administratives, le juge exerce ce qu'on appelle un contrôle normal. Il va rechercher si, à la date de la décision de suspension, les faits reprochés à l'agent étaient vraisemblables et revêtaient un caractère de gravité. Un des motifs qui conduit les administrations et collectivités à suspendre un agent est l'organisation d'une enquête administrative pour les éclairer sur la réalité des faits reprochés. Merci pour ces précisions. Au-delà de la mesure de suspension, pouvez-vous nous rappeler quelles sont les précautions indispensables à prendre concernant le respect des droits de la défense? Les droits de la défense de l'agent se déclinent en 5 droits. D'abord, le droit à l'information. Comme l'a rappelé Aurore, l'agent doit être informé des faits qui lui sont reprochés, de la procédure qui va être mise en œuvre selon que la sanction envisagée nécessite ou non la saisine du conseil de discipline, de la possibilité de consulter son dossier individuel et disciplinaire, le droit de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix et le droit de présenter des observations. Ensuite, il s'agit du droit à la communication de son dossier individuel. La consultation du dossier constitue une garantie essentielle de la procédure disciplinaire. L'agent peut le consulter lui-même ou donner mandat à un représentant pour le faire, avocat, représentant syndical. Il est vivement conseillé pour les collectivités de dresser un PV de consultation du dossier signé par l'agent ou son représentant. Le dossier disciplinaire doit comprendre, outre le rapport disciplinaire, l'ensemble des pièces sur lesquelles l'administration se fonde pour engager la procédure disciplinaire. Également, le droit de se faire assister tout au long de la procédure, lors de l'entretien avec l'employeur, lors de la consultation de son dossier et lors de la tenue du conseil de discipline. Figure ensuite le droit de présenter des observations. L'agent peut présenter des observations écrites en amont de la séance du conseil de discipline qui seront transmises à la collectivité pour respecter le principe du contradictoire et lors de la séance du conseil de discipline. Certains agents préfèrent l'écrit à l'oral le jour du conseil de discipline parce qu'ils peuvent être impressionnés. Enfin, l'agent peut présenter des observations orales devant le conseil de discipline. Pour terminer, le droit de se taire. L'agent doit être informé du droit de se taire dès l'engagement de la procédure disciplinaire. Devant le conseil de discipline, cette information est une garantie pour l'agent. Le respect des droits de la défense est en effet essentiel dans toute procédure disciplinaire. Il est impératif d'informer l'agent de tous ses droits, y compris celui de se taire, mais ce droit est souvent mal compris. Rester silencieux n'est pas toujours la meilleure protection. C'est pourquoi il ne suffit pas de simplement informer l'agent, il faut aussi être pédagogue pour qu'il comprenne bien les enjeux et puisse choisir la meilleure stratégie selon sa situation. Oui, c'est une garantie essentielle. L'agent ne peut être sanctionné sur la base de propos tenus sans avoir été informé de ce droit. L'oubli de cette notification peut entraîner la nullité de la procédure. Toutefois, si l'agent n'a pas été informé du droit de se taire lors de l'entretien ou de l'audition concernant les faits qui lui sont reprochés, le juge recherchera si la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l'intéressé n'avait pas été informé de ce droit. Par exemple, la Cour administrative d'appel de Paris n'a pas retenu pour l'infliction d'un blâme la méconnaissance de ce droit dès lors que la sanction ne reposait pas de manière déterminante sur les propos recueillis auprès de l'agent. On comprend donc que le respect des droits de l'agent au cours de la procédure disciplinaire est essentiel. Mais si l'agent est en congé maladie lorsque la collectivité découvre les faits fautifs, comment ça se passe, Aurore? Lorsqu'un agent est en arrêt maladie au moment où la collectivité découvre des faits fautifs, la procédure disciplinaire peut tout à fait être lancée. Bien sûr, il faut que l'agent soit responsable de ses actes. Par exemple, si les fautes sont liées à des troubles mentaux qui empêchent l'agent d'avoir son discernement, alors la procédure disciplinaire ne peut pas être engagée. En cas de doute, il est donc important de demander une expertise médicale réalisée par un médecin agréé avant de démarrer la procédure disciplinaire. Sinon, le conseil de discipline risque de surseoir à statuer et réclamer la réalisation de cette expertise avant de rendre son avis. Merci Aurore. Vous disiez tout à l'heure que l'une des premières étapes, lorsqu'une collectivité découvre des faits qui pourraient être qualifiés de fautes,
était de vérifier que ces faits sont justement réels. À ce sujet, je me tourne à présent vers vous, Madame Nourri. Vous êtes l'adjointe au maire de la ville de Boissy-Saint-Léger et membre des conseils de discipline en qualité de représentante de l'administration. Et en matière de vérification de la réalité des faits, quels conseils donneriez-vous pour mener une enquête solide et objective ? Afin de confirmer ou d'infirmer les faits qui sont reprochés à l'agent, la collectivité a la possibilité de procéder à une enquête administrative. Cela permet d'entendre tous les protagonistes et de consigner par écrit les entretiens. L'enquête administrative doit être à charge, mais aussi à décharge. Elle doit être réalisée par une personne qui n'est pas concernée par les faits, neutralité, et qui doit être objective. Selon la complexité des faits et le nombre d'agents concernés, elle peut être confiée à un cabinet d'avocats, ce qui garantira l'objectivité de cette enquête. C'est une aide indispensable à la décision pour les membres du conseil de discipline. Pour résumer, l'enquête doit être contradictoire, objective et structurée. Les auditions doivent être fidèles, les témoignages anonymes utilisés avec prudence et les preuves recueillies sans stratagème. Les évaluations professionnelles sont aussi importantes. Il y a souvent un décalage important entre le contenu des évaluations et ce qui est dit au conseil de discipline. Crêpe parfait qui ne correspond pas à la réalité. Pour conduire une enquête solide et juste, il est essentiel de bien documenter les faits dès le début. Cela commence par former les encadrants à rédiger des rapports d'incidents et des rapports hiérarchiques précis et rigoureux. Plus les dossiers sont complets et clairs, moins l'agent pourra contester ou éviter ses responsabilités. Il faut aussi, comme je l'ai dit précédemment, collecter des éléments objectifs. Enfin, je rejoins Evelyne, il est indispensable de rester impartial en ne s'appuyant que sur des preuves vérifiables pour garantir une procédure équitable et respectueuse des droits de chacun. En l'absence d'enquête administrative réalisée sérieusement, le conseil de discipline peut surseoir à statuer et ordonner un complément d'enquête au motif qu'il s'estime insuffisamment éclairé sur les circonstances de l'espèce. Le conseil de discipline ne connaît pas les antécédents des agents et statue en fonction des éléments qui lui sont transmis. Si la collectivité produit 4 témoignages à charge contre l'agent et que l'agent produit en défense 5 témoignages contraires, les membres vont avoir des doutes. En revanche, si la collectivité a interrogé, dans le cadre d'une enquête administrative, l'ensemble des agents qui sont en relation directement et régulièrement avec l'agent et qu'elle a pris en compte les personnes favorables à l'agent au même titre que les autres, alors elle pourra faire valoir que malgré un comportement globalement bon, il a rencontré des problèmes avec plusieurs personnes. Et ça, c'est constitutif d'une faute. 3 précisions méritent d'être apportées concernant la phase de l'enquête administrative. La première est que l'enquête administrative n'est régie par aucun texte à ce stade. La deuxième est que l'enquête administrative, qui se distingue de la procédure disciplinaire, n'impose pas que l'agent poursuivi soit assisté durant son audition par un avocat ou un défenseur. La troisième est relative à l'anonymisation des personnes auditionnées dans le cadre des enquêtes administratives. Il s'agit d'une soupape de sécurité pour protéger les agents en question, mais qui doit être utilisée dans de rares hypothèses. Par exemple, le témoignage de subordonnés ou d'élèves à l'encontre d'un professeur, mais qui ne dispense pas la collectivité d'informer l'agent de façon suffisamment circonstanciée de la teneur des témoignages, de telle sorte qu'il puisse se défendre utilement. Et donc, une fois que la collectivité décide d'infliger une sanction, que doit-elle faire ? Alors, quand une collectivité décide de sanctionner un agent, elle doit d'abord voir si la sanction est légère ou plus grave. Comme je le disais, les sanctions légères comme l'avertissement, le blâme ou une exclusion temporaire de fonction jusqu'à 3 jours peuvent être décidées directement par la collectivité sans passer par le conseil de discipline. En revanche, pour les sanctions plus lourdes, depuis une suspension de 4 jours jusqu'à une rétrogradation, une révocation, la collectivité doit obligatoirement saisir le conseil de discipline. Arrêtons-nous sur la saisine du conseil de discipline. Quelle est la procédure à suivre pour déclencher sa saisine ? Alors, pour saisir le conseil de discipline, la collectivité commence par préparer un rapport introductif de saisine qu'on appelle RIS. Ce document décrit les faits, les preuves recueillies et la sanction envisagée. Ce rapport est ensuite envoyé au secrétariat des conseils de discipline du CIG ainsi qu'à l'agent concerné. Le respect du principe du contradictoire est essentiel. L'agent doit pouvoir consulter tout le dossier, prendre connaissance des pièces et répondre aux reproches qui lui sont faits. Si de nouveaux documents sont ajoutés au dossier, la collectivité doit les transmettre à l'agent suffisamment tôt pour qu'il puisse préparer sa défense. Une fois
que le dossier complet est reçu par le secrétariat, la procédure continue avec la convocation de l'agent et la tenue de la séance. À cette occasion, l'agent pourra s'exprimer librement ou garder le silence et être assisté. J'ajouterai une précision tenant à ce que le Code général de la fonction publique prévoit une prescription de 3 ans pour les faits qui peuvent être reprochés à l'agent. Ce délai débute à compter de la connaissance des faits par la collectivité. Par exemple, une collectivité ne pourra pas reprocher des faits qui se seraient déroulés en 2005 à l'encontre d'un agent qui est déféré devant le Conseil de discipline en 2025 si elle avait bien eu à l'époque connaissance de ces faits. Et est-ce qu'il est possible de saisir le conseil de discipline si l'agent est en arrêt maladie ? Tout à fait. La procédure disciplinaire peut être lancée même si l'agent est en arrêt maladie et le conseil de discipline peut être saisi. Toutefois, si l'agent le demande et que cette demande est justifiée, notamment par un certificat médical, la séance peut être reportée une seule fois. Ce dispositif permet de respecter la situation médicale de l'agent tout en favorisant un échange contradictoire lors de la séance. Et en même temps, cela garantit que la procédure disciplinaire continue correctement et ne s'éternise pas du fait de cet arrêt maladie. Une fois qu'il est saisi, comment le conseil de discipline rend-il son avis, Madame Biscarel ? La séance permet aux 2 parties de faire valoir leurs observations et aux membres du conseil de discipline de poser des questions sur des points qui restent en suspens à la lecture du dossier. Vient ensuite le moment du vote sur 3 points. La matérialité des faits reprochés à l'agent, le caractère fautif ou non des faits et le quantum de la sanction. C'est comme une fusée à 3 étages. Si les membres du conseil de discipline, à la majorité, considèrent que les faits ne sont pas matériellement établis, on s'arrête à ce niveau. En revanche, si la matérialité des faits est avérée, on passe au 2e étage de la fusée, à savoir quelles obligations déontologiques ont été méconnues et si ce caractère fautif est reconnu, on passe enfin au 3e étage de la fusée, à savoir le vote de la sanction à proprement parler. Il n'est pas rare qu'après les débats, les membres du conseil de discipline proposent une sanction différente de celle proposée par la collectivité. Avant le conseil de discipline, les membres de celui-ci disposent d'un dossier écrit. Éléments de biographie de l'agent, faits reprochés avec précision sur la demande de sanction, fiche de poste, enquête administrative, éléments de preuve, attestation, rapport, saisie d'écran, photos, mail. Nous avons également des éléments de jurisprudence. Cela nous permet d'évaluer la justesse de la demande de sanction. Ce dossier doit être lu avant la séance du conseil de discipline, mais il est important de ne pas se faire un avis définitif. Les éléments apportés au conseil de discipline, les questions posées aux 2 parties, agents concernés et éventuellement son conseil, et de l'autre côté la collectivité, l'audition éventuelle de témoins peuvent nous permettre de faire évoluer notre avis sur les faits reprochés et la gradation de la sanction demandée. Lorsque le doute sur la matérialité des faits est partagé par les membres du conseil de discipline parce que les pièces produites de part et d'autre se neutralisent, le conseil de discipline peut surseoir à statuer pour qu'une enquête administrative puisse être menée ou qu'une expertise médicale de l'agent puisse être réalisée. Précisément, comment le conseil de discipline établit-il la matérialité des faits ? Les pièces avant toute chose. Plus un dossier est étayé par des pièces probantes, à savoir datées, circonstanciées, plus les faits apparaîtront comme matériellement établis et surtout si ces faits sont reconnus par l'agent. Plus la sanction requise est élevée, plus les membres du conseil de discipline seront exigeants. Si je reprends donc les étages de la fusée, une fois que les membres se sont prononcés sur la matérialité des faits, le 2e étage concerne le caractère fautif. Sur quels critères alors le conseil se base-t-il pour apprécier le caractère fautif des faits reprochés ? Le conseil de discipline s'appuie d'abord sur les droits et obligations des fonctionnaires pour juger si les faits reprochés sont fautifs. Il est donc important que la collectivité relie clairement les comportements reprochés à des manquements précis aux obligations professionnelles de l'agent. Ensuite, le conseil de discipline prend en compte si les faits ont été commis volontairement ou non. Cela joue un rôle important dans l'évaluation de la faute. Par ailleurs, les explications données par la collectivité en amont, notamment lors de ses observations préalables, sont aussi prises en compte. De même, si l'agent n'était pas informé que ses actes étaient fautifs, cela peut atténuer sa responsabilité. Et il faut aussi considérer la responsabilité possible de l'employeur, l'absence de consignes claires, le défaut de management, etc. Cela peut réduire la gravité de la faute. En résumé, le conseil évalue toujours la faute dans son contexte en tenant compte des règles professionnelles, de l'intention, des arguments de défense et de la situation organisationnelle. En effet, nous analysons si les faits constituent une violation des obligations professionnelles contenues dans le Code général de la fonction publique. Cela peut être une faute disciplinaire,
pénale ou liée à la vie privée si elle impacte les fonctions occupées par l'agent. Le contexte est essentiel. Oui, le conseil ne juge pas l'employeur, mais il peut adapter son avis en fonction du contexte. C'est pourquoi il est important de documenter les conditions de travail et les antécédents. Et qu'en est-il des circonstances atténuantes ou aggravantes? Comment influencent-elles la décision? Bien que ce terme ait une connotation pénale, les membres du conseil de discipline vont tenir compte d'une part des explications données par l'agent sur sa situation personnelle. Je pense par exemple à des absences injustifiées, mais qui ont eu pour objet de prendre soin d'un proche parent sans en informer la collectivité. Dans cette mesure, le conseil de discipline peut faire preuve de clémence en assortissant par exemple la sanction d'un sursis. S'agissant des circonstances aggravantes, à savoir par exemple la présence d'un jeune public, l'état d'ivresse de l'agent, elles peuvent influencer les membres du conseil de discipline, mais il faut garder en tête que chaque affaire est unique. Précisément, nous arrivons au troisième étage de la fusée, à savoir la proportionnalité de la sanction. Comment s'assurer que la sanction proposée soit proportionnée à la faute? Quels outils ou repères peuvent aider les collectivités? Pour vérifier que la sanction proposée est bien proportionnée à la faute, la première étape est de regarder si des faits similaires ont déjà eu lieu dans la collectivité et quelles sanctions avaient été prises à ce moment-là. Cela garantit une cohérence dans le traitement des cas disciplinaires au sein de la collectivité. Ensuite, il est utile de se référer à la jurisprudence administrative qui montre quelles sont les sanctions que les juges ont considérées adaptées pour des fautes similaires. Enfin, le secrétariat des conseils de discipline du CIG fait une veille régulière sur ce sujet. Nous recensons tous les avis rendus par les conseils de discipline en lien avec les faits reprochés. Les agents du CIG sont donc bien équipés pour accompagner les collectivités et les aider à proposer une sanction juste et sécurisée. Le conseil de discipline apprécie la gradation des sanctions. Par exemple, il est souvent compliqué de prononcer la révocation alors que l'agent n'a eu aucun avertissement au préalable. Les sanctions demandées et votées peuvent avoir des conséquences graves pour les agents. Révocation, exclusion temporaire de fonction pour des périodes longues, donc sans traitement. Il est donc important de mesurer les conséquences des décisions que nous prenons. Rappelons que le conseil de discipline ne donne qu'un avis qui peut ou ne pas être suivi par la collectivité. Il peut parfois être intéressant d'introduire du sursis. Ce sursis ne sera alors appliqué que si l'agent fait de nouveau l'objet d'une sanction disciplinaire. Notion d'épée de Damoclès. À présent que nous sommes devenus experts sur la séance du conseil de discipline, que se passe-t-il concrètement une fois l'avis rendu par le conseil? Quelles sont les obligations de la collectivité? Une fois que le conseil de discipline a donné son avis, la collectivité n'est pas obligée de le suivre. Cet avis est uniquement consultatif. C'est donc à l'autorité territoriale de décider ce qu'elle fait ensuite. Le conseil peut confirmer la sanction proposée ou en suggérer une autre, souvent moins sévère, par exemple un blâme au lieu d'une exclusion. Parfois, il peut proposer une sanction plus lourde. Dans tous les cas, la collectivité reste libre. Mais si elle décide de ne pas suivre l'avis du conseil de discipline, surtout si elle choisit une sanction plus sévère, elle doit bien expliquer sa décision avec des arguments solides. Quand l'arrêté de sanction est pris, il doit être communiqué à l'agent avec toutes les informations sur les recours possibles et les délais à respecter. Cette étape est indispensable pour que la procédure soit sécurisée jusqu'à la fin. J'en reviens à l'hypothèse de notre agent qui serait placé en congé maladie. Que se passe-t-il pour lui? Être en arrêt maladie n'empêche pas un agent d'être sanctionné. La procédure disciplinaire peut continuer normalement et la sanction peut même s'appliquer pendant l'arrêt, que ce soit une révocation ou une exclusion temporaire de fonction. Le Conseil d'État a bien rappelé en 2023 que le congé maladie et la procédure disciplinaire sont deux choses distinctes. Par exemple, si l'agent est exclu temporairement pendant son arrêt, il ne reçoit pas de salaire, ni au titre du congé maladie, ni au titre de son traitement. Et si la collectivité ne suit pas l'avis du conseil, quelles précautions doit-elle prendre pour sécuriser sa décision? Dans ce cas, la collectivité doit faire preuve d'une grande rigueur. D'abord, l'arrêté de sanction doit être clairement motivé. Il faut expliquer précisément pourquoi la collectivité a choisi cette sanction, même si elle ne suit pas l'avis du conseil de discipline. Ensuite, une obligation légale impose à la collectivité de transmettre cet arrêté au conseil de discipline, en expliquant les raisons pour lesquelles elle n'a pas suivi son avis. Cette étape est essentielle, non seulement pour respecter la procédure, mais aussi pour aider à améliorer le fonctionnement du conseil de discipline à l'avenir. Oui, cette motivation doit être précise. Sinon, la décision peut être annulée par le juge administratif. Il ne suffit pas de dire « je suis l'avis du conseil », il faut expliquer pourquoi.
En effet, le juge administratif va opérer, selon les moyens qui seront soulevés par l'agent ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire, un contrôle sur la motivation de l'arrêté qui doit permettre à l'agent de savoir quels sont les faits qui lui sont reprochés et de pouvoir les contester, de la régularité de la procédure disciplinaire, telle que le délai de convocation de l'agent devant le conseil de discipline, l'information de l'accès à son dossier individuel et, bien sûr, les faits ayant motivé la décision. Le juge reprend l'examen en 3 temps de la fusée. Est-ce que les pièces produites par les parties, qui peuvent comprendre celles de la procédure disciplinaire et d'autres, permettent d'établir la matérialité des faits? Est-ce que les faits sont fautifs et est-ce que la sanction est proportionnée? Une précision mérite d'être apportée. En matière de recours pour excès de pouvoir, si le juge considère que la sanction prononcée est disproportionnée eu égard aux faits reprochés, il annulera la sanction. Il n'a pas de pouvoir de modulation de la sanction disciplinaire. Pour terminer, si nos auditeurs souhaitent approfondir le sujet, quelles ressources peuvent-ils consulter ? Les collectivités peuvent s'appuyer sur l'ensemble des outils développés par le CIG, notamment dans le cadre du plan de discipline, et conçus pour renforcer leur accompagnement. Récemment, plusieurs ressources ont été créées et mises en ligne sur notre site. Un guide pratique de la procédure disciplinaire avec tous les modèles de documents utilisés, une foire aux questions très complète pour répondre à leurs questions, et même une vidéo-capsule qui explique pas à pas le déroulement d'une séance de conseil de discipline. Nous avons imaginé ces outils pour faciliter la compréhension et la gestion des procédures disciplinaires par nos affiliés, et plus globalement par l'ensemble des employeurs territoriaux. Merci à toutes pour vos éclairages. Ce podcast nous a permis de mieux comprendre le raisonnement du conseil de discipline et les enjeux d'une procédure bien menée. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter les ressources disponibles sur l'espace abonné du CIG Petite Couronne. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode de Minute Statut le Zoom. À très vite. Minute Statut, le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne.